Et si on pouvait carrément se passer des banques? C'est une idée intéressante, non? On va explorer ensemble 3 stratégies que les gens vraiment fortunés utilisent pour, en gros, devenir leur propre banquier. Voilà la question qui change la donne. Comment font-ils les plus riches pour financer leurs projets sans jamais avoir à prendre rendez-vous avec leur banquier? Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et attention, hein, on ne parle pas de petits trucs ou de gadgets financés. Non, non, ce sont de vraies stratégies, des techniques utilisées au plus haut niveau. Et une fois qu'on les maîtrise, ça peut vraiment changer la donne. Plus de contrôle, beaucoup moins de stress et même, cerise sur le gâteau, des avantages fiscaux. Allez, on plonge direct dans la première stratégie, et c'est sans doute la plus fascinante, l'assurance vie. Mais pas n'importe comment. On parle de l'utiliser comme un véritable outil bancaire. On entend souvent le terme de banque infinie. C'est une méthode assez pointue qui s'appuie sur des règles fiscales très spécifiques pour pouvoir marcher. Alors, le cœur du réacteur, si on veut, c'est ce qu'on appelle la valeur de rachat. Il faut s'imaginer ça comme une sorte de compte d'épargne secret, caché à l'intérieur du contrat d'assurance. Ce compte, il grossit tranquillement avec le temps, à l'abri de l'impôt, et il est totalement distinct du capital qui serait versé en cas de décès. Bon, concrètement, comment ça se passe? Étape par étape. D'abord, il faut souscrire une assurance vie permanente. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, on la surfinance. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'on verse plus que la prime minimale, histoire de booster la croissance de cette fameuse valeur de rachat. Une fois qu'une somme sympa est accumulée, on peut emprunter dessus, et ce, sans payer d'impôts. Et c'est là que la magie opère. Pendant qu'on utilise cet argent emprunté, la valeur de rachat de départ, elle, continue de travailler et de générer des intérêts, comme si de rien n'était. Et c'est là le secret de la réussite. Imaginez un peu le truc. La valeur de rachat continue de rapporter, disons, 7%. Et en même temps, on peut emprunter sur cette même valeur à un taux bien plus bas, par exemple 4%. Cet écart, ce différentiel de taux, eh bien c'est du pur profit. C'est ça le principe de la banque privée. Mais attention, grosse mise en garde ici. Le montage de l'opération est absolument crucial. Il y a des contrats qui sont conçus pour maximiser les commissions de l'agent, pas la valeur du contrat. Le point vraiment clé, c'est de travailler avec un fiduciaire, quelqu'un dont le métier est, par obligation légale, de défendre les intérêts de son client. Un bon indicateur pour s'y retrouver? Il faut regarder la valeur de rachat en cas de résiliation au tout début. Si elle est très faible, méfiance, ça sent la commission de vente bien grasse. Ok, passons à la deuxième stratégie. Celle-ci est peut-être un peu plus accessible pour beaucoup de monde. Il s'agit d'utiliser son plan de retraite d'entreprise comme source de financement. Alors là, pour le coup, les règles du jeu sont assez claires. En général, il est possible d'emprunter jusqu'à 50 000 € ou 50% du solde acquis. On prend le montant le plus faible des deux. C'est une limite bien définie, donc c'est important de l'avoir en tête. Mais alors, pourquoi faire ça? Eh bien, c'est redoutablement efficace pour se débarrasser de dettes qui coûtent cher, comme les crédits à la consommation ou les cartes de crédit. Imaginez un peu, on remplace un taux de 20% par un taux de 4 ou 5%. Ça change tout. C'est aussi super pratique pour un besoin de liquidité à court terme, par exemple pour boucler un achat immobilier. Et le plus génial dans tout ça, c'est que les intérêts qu'on paie, on se les paie à soi-même. Ils retournent directement dans le plan de retraite. Allez, troisième stratégie qui cette fois s'adresse plus spécifiquement aux chefs d'entreprise. L'idée ici, c'est de mettre en place un véritable écosystème financier à l'intérieur de sa propre structure. Comment? En se prêtant de l'argent entre ces différentes sociétés. Alors, le montage est le suivant. On a une structure, disons une SARL, qu'on va appeler SUR, où on va loger les liquidités, la trésorerie, les actifs qui ne sont pas à risque. Cette entité, elle est comme dans un coffre-fort, bien isolée et protégée de tout ce qui est opérationnel. Et ensuite, cette SARL, SUR, va prêter de l'argent à l'autre société, celle qui est sur le terrain, l'entreprise opérationnelle qui prend les risques. Qu'est-ce que ça crée? Une séparation juridique parfaite et une sorte de gage amical sur les actifs. L'avantage est énorme. Même si l'activité opérationnelle rencontre des pépins, eh bien la trésorerie, elle, reste bien au chaud, complètement protégée. Mais là encore, attention, la mise en œuvre doit être impeccable. Sans une paperasse en béton, je parle d'un vrai billet à ordre, d'un taux d'intérêt en bonne et due forme, d'un calendrier de remboursement clair. Le fisc pourrait débarquer et dire « Ah, mais attendez, ça c'est une distribution de bénéfices déguisée !» Et là, les conséquences fiscales peuvent être désastreuses. Bref, il faut traiter ça avec la même rigueur qu'un vrai prêt bancaire. Voilà pour les 3 grandes stratégies. Mais ce n'est pas tout. En bonus, il y a d'autres moyens d'agir comme sa propre banque, en allant puiser dans des actifs que beaucoup de gens possèdent déjà, parfois sans même y penser. Premier exemple, la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. C'est simple. Si on a déjà remboursé une bonne partie de son crédit immobilier, on peut emprunter sur la valeur acquise de la maison. Et c'est souvent beaucoup plus rapide et plus simple à obtenir qu'un prêt classique. C'est idéal par exemple pour financer un projet dont les revenus futurs ne sont pas encore garantis. Et enfin, un autre outil, la ligne de crédit adossée à des titres. Pour les personnes qui ont un portefeuille d'actions, d'obligations, il est possible de l'utiliser comme garantie pour obtenir un prêt.
C'est un outil d'une puissance assez redoutable qui permet d'accéder à des liquidités de manière quasi instantanée. Il y a des histoires d'investisseurs qui ont acheté un immeuble en moins d'une semaine avec ça, coiffant au poteau toutes les offres qui dépendaient du temps de réponse d'une banque classique. Ok, on a vu les outils, les techniques. Mais un outil, ça ne sert à rien si on n'a pas le bon état d'esprit pour s'en servir. Parce que derrière toutes ces stratégies, en réalité, il y a toute une philosophie de l'argent. Il y a une vieille citation qui résume ça à la perfection. L'argent, c'est comme le fumier. Si on le laisse en tas, ça pue. Si on le répand, tout se met à pousser. C'est exactement ça. Les personnes fortunées ne se contentent pas d'empiler leur argent pour le regarder dormir. Non, elles le font circuler, elles l'utilisent comme un outil pour créer encore plus de croissance. Un argent qui stagne, c'est un argent qui perd de sa valeur. Un argent en mouvement, c'est un argent qui peut tout faire grandir. La question finale est donc assez simple en fait. L'argent est un outil. La question c'est, est-ce qu'on s'en sert pour construire quelque chose ou est-ce qu'on le laisse prendre la poussière au fond d'un tiroir ? La différence entre ces deux approches, elle est juste immense. Voilà de quoi réfléchir.